L'intelligence artificielle, bon, elle est partout, on en parle tout le temps, c'est clair, mais la question c'est comment on passe des grands discours, de la stratégie, à quelque chose de concret, de tangible pour l'économie d'un pays. Et là, le Maroc semble faire un choix assez audacieux. Il s'associe à Mistral AI. C'est cette start-up française qui est devenue une licorne, qui monte en flèche. C'est un choix qui interpelle quand même. Ça suggère une volonté de flexibilité peut-être, ou même une quête de souveraineté numérique. En tout cas, ça se démarque des géants américains habituels. Aujourd'hui, on va se plonger là-dedans, justement. Pourquoi ce choix de Mistral AI? C'est une étoile montante, d'accord, mais elle est encore jeune. Quels sont les objectifs précis derrière cet accord? On entend parler de formation, de recherche, de création de start-up. Et surtout, où sont les vrais défis? Et les opportunités pour le Maroc dans cette course mondiale à l'IA? Notre mission, si on peut dire, c'est un peu de décortiquer ce mouvement stratégique, voir ce que ça révèle sur l'écosystème tech marocain et ses ambitions. Bon, la toute première question qui vient à l'esprit, c'est celle-là. Pourquoi? Pourquoi miser sur Mistral AI? C'est vrai, l'entreprise est très prometteuse, hein, elle a levé énormément d'argent récemment, on parle de 2 milliards de dollars, pour une valo qui approche les 14 milliards, mais ça reste un acteur nouveau. Enfin, si on compare aux titans comme OpenAI, Google, Meta, pourquoi ce pari sur la jeunesse, en quelque sorte, plutôt que sur la puissance déjà bien établie? C'est une excellente question et il y a sans doute plusieurs facteurs qui expliquent ce choix. Le premier, je dirais, c'est l'accessibilité, sous toutes ses formes. Mistral AI, c'est peut-être perçu comme une structure moins impressionnante, moins intimidante. Oui, moins intimidant. Voilà, et puis plus proche géographiquement de l'Europe, du Maroc, et potentiellement plus alignée culturellement aussi. On entend des chiffres, bon, faut toujours se méfier, mais comme quoi OpenAI demanderait des sommes énormes, peut-être 100 millions de dollars, juste pour un proof of concept. Ah oui, quand même. Oui, juste pour démarrer. Pour un pays comme le Maroc, qui n'est pas forcément la priorité numéro un des géants américains qui visent d'abord les très gros marchés, l'agilité de Mistral, c'est un atout. Ils sont sans doute plus disposés à offrir un accompagnement sur mesure, plus adapté aux besoins spécifiques du Maroc. Ensuite, il y a le modèle économique de ces boîtes d'IA. Il faut bien voir que c'est encore en pleine définition tout ça. Mistral, comme les autres, cherche comment gagner de l'argent durablement avec sa technologie, au-delà de l'attrait initial du buzz. Et une tendance qui se dessine assez clairement, c'est de pas seulement vendre l'accès au modèle via des API, mais de devenir des sortes de néo-SSI ou néo-ESN, enfin, des sociétés de conseil et de services spécialisées en IA. D'accord. Elles fondraient la techno, oui, mais aussi et surtout l'accompagnement stratégique, l'intégration, pour aider les entreprises, les gouvernements à faire leur transformation IA. Et Mistral semble bien parti dans cette direction. Un mix de produits tech, API, modèle open source, et de prestations de services. Et ça nous amène à un point vraiment crucial, l'approche open source de Mistral. Pour une partie importante de leur techno en tout cas. Ça change tout par rapport à un deal classique avec un acteur qui ne proposerait que des solutions fermées propriétaires. Ah oui, en quoi ça change tout? On n'est plus dans un simple transfert de technologie où on reçoit une sorte de boîte noire qu'on ne maîtrise pas vraiment. L'open source, ça ouvre la possibilité pour le Maroc de vraiment s'approprier les outils. On peut prendre le code, le regarder, le modifier, l'adapter. Mhm. L'adapter aux langues locales, au contexte marocain. Le réentraîner sur des données spécifiques au pays. C'est une opportunité de construire une vraie expertise locale, profonde, pas juste en surface. On passe d'une logique où on dépend de l'autre à une logique où on peut co-construire, voire devenir autonome sur certains aspects. C'est fascinant, cette idée que l'open source transforme la nature du partenariat. C'est moins un achat clé en main qu'un investissement dans une capacité à faire, si je comprends bien. Exactement. Mais alors, si on regarde les objectifs affichés de l'accord, former des talents locaux, stimuler la recherche appliquée, faire émerger des startups IA, comment ça peut se passer concrètement? Est-ce que ces ambitions, qui sont très belles sur le papier, risquent pas de rester un peu un vœu pieux? Est-ce que c'est réaliste? Vous mettez le doigt sur le principal défi. Former, par exemple. C'est essentiel, bien sûr, mais ça reste un peu vague si on n'a pas les détails. On parle de quoi? Créer de nouvelles écoles, renforcer les partenariats avec les universités, financer des thèses. La vraie question, et ça rejoint ce qu'on disait sur l'open source, c'est pas tant le transfert de la technologie elle-même. Une partie est accessible, on l'a dit. Le vrai enjeu, le cœur du sujet, c'est le transfert de compétences. De compétences, oui. Il suffit pas de savoir coder ou utiliser une API.
Il faut former des gens qui comprennent comment ça marche derrière, en profondeur, qui sont capables d'adapter les modèles de façon pertinente, de résoudre les problèmes spécifiques qui vont se poser, et surtout d'innover, de créer de nouvelles applications, de nouveaux services avec ces outils. Ça demande un mélange de compétences techniques, maths, mais aussi métiers et une capacité à penser différemment. Et ça renforce l'argument de la souveraineté numérique. L'open source là-dessus, c'est un atout majeur. Si le Maroc développe les compétences pour maîtriser ces modèles ouverts, il peut faire des choix. Quel genre de choix? Choisir d'entraîner ces IA sur des données locales qui représentent bien les spécificités culturelles, économiques du Maroc. Choisir d'héberger ces modèles, ces données, sur des serveurs au Maroc sous sa propre juridiction. Ça donne un niveau de contrôle de sécurité qui est potentiellement bien plus élevé qu'avec des solutions complètement fermées opérées depuis l'étranger, où on ne sait pas toujours ce qu'il advient des données. Maintenant, il faut être lucide aussi sur les capacités actuelles. Le Maroc, aujourd'hui, n'a probablement pas ni la puissance de calcul massive qui coûte extrêmement cher, ni les budgets de recherche pharaoniques, ni les très grosses équipes de chercheurs de pointe qu'il faudrait pour se lancer dans la course à la création des modèles d'IA fondamentaux de nouvelle génération. Ceux qui rivalisent avec les géants, quoi. Exactement. Ceux qui concurrencent directement OpenAI, Google Brain, ou même les modèles les plus avancés de Mistral. C'est une course qui se chiffre en milliards, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Parce que l'opportunité réelle pour le Maroc, et elle est immense, elle est ailleurs. D'accord. Donc, si le but, c'est pas de construire les gros moteurs d'IA, ces fameux modèles fondamentaux, où est-ce qu'elle est la valeur ajoutée pour le Maroc? Comment le pays peut tirer son épingle du jeu concrètement? L'opportunité majeure, et elle est vraiment énorme, c'est d'utiliser les excellents modèles qui existent déjà. Qu'ils soient open source, comme Llama de Meta, ou certains modèles de Mistral, ou même des initiatives locales, faut le noter, comme DeepSeek, qui travaille sur des modèles adaptés aux langues marocaines. Ah oui, intéressant. Ou bien via les API payantes des grands acteurs. Utilisez tout ça pour créer des entreprises et des solutions ici, au Maroc. Il faut bâtir sur ces fondations technologiques pour répondre à des besoins spécifiques, locaux, régionaux, ou pourquoi pas mondiaux, mais depuis le Maroc. L'enjeu clé, c'est de doper tout l'écosystème start-up marocain en lui donnant accès à ces nouveaux outils surpuissants. Il faut devenir des utilisateurs très très intelligents et très innovants de l'IA qui existe. Donc l'intelligence, elle serait dans l'utilisation et l'innovation applicative, pas forcément dans la création des moteurs de base. Est-ce que vous avez des exemples plus concrets de ce que ça pourrait donner? Absolument. Imaginez une jeune start-up marocaine. Elle prend un bon modèle de langage open source, elle le spécialise, elle l'affine, on dit fine-tuner, pour une tâche très précise. Par exemple, un agent conversationnel super efficace pour le service client dans le tourisme au Maroc, capable de comprendre et répondre en darija, en amazigh, en français, en anglais, avec la bonne nuance culturelle. Et elle rend cet agent accessible hyper simplement via WhatsApp, qui est utilisé par tout le monde au Maroc. Ça, c'est une valeur ajoutée énorme, très concrète. Autre exemple, qui n'est pas marocain mais qui est très inspirant, Lovable, en Suède. Lovable. Oui, c'est une boîte qui utilise l'IA pour générer des sites web de qualité pro à grande échelle. Ils ont atteint 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents en très peu de temps. Ce genre de business, c'était juste impensable il y a quelques années, avant ces IA génératives performantes. Le Maroc pourrait tout à fait voir naître des champions comme ça dans d'autres domaines. Et ça peut toucher des secteurs vraiment stratégiques pour le pays. On peut penser à, premièrement, la souveraineté et la défense. On peut imaginer développer des IA spécifiques, entraînées localement, pour équiper des drones de surveillance, de reconnaissance, pour identifier automatiquement des objets, des activités suspectes, analyser des images satellites, peut-être même pour du brouillage intelligent. Le but, être moins dépendant de technologies étrangères qu'on ne maîtrise pas toujours ou qui peuvent être soumises à des restrictions. Oui, c'est un enjeu clé. Deuxièmement, la justice. L'IA pourrait aider à désengorger des tribunaux, accélérer le traitement des affaires simples, répétitives, non pénales. Les contraventions, certains litiges commerciaux standards, des procédures administratives. L'idée, c'est pas de remplacer le juge, attention, mais de lui donner des outils pour analyser plus vite, trouver la jurisprudence, peut-être même préparer des brouillons de décisions standardisées. Ça lui libérerait du temps pour les affaires complexes. Les gains d'efficacité pourraient être énormes. Ça semble logique. Et puis, bien sûr, la santé. Là, les promesses sont immenses. Aide au diagnostic précoce, surtout en imagerie médicale, détecter des signes de cancer, d'autres maladies, plus tôt, avec plus de précision. Les algos peuvent voir des choses que l'œil humain ne voit pas toujours. Encore une fois, l'IA ne remplace pas le médecin, mais elle devient un assistant surpuissant.
D'ailleurs, on sait que les meilleurs médecins, les plus en pointe, commencent déjà à utiliser ces outils pour affiner leur diagnostic. Il y a des défis, bien sûr, sur les données de santé, leur confidentialité, mais le potentiel est là. Bon, ça, ce ne sont que quelques exemples. Le point essentiel, et c'est un vrai défi de gouvernance, c'est de faire des choix stratégiques clairs. On ne peut pas tout faire en même temps. Il faut choisir 2, 3, 4 domaines prioritaires où l'IA peut avoir le plus d'impact, le plus vite, pour le Maroc. Faut, comme on dit parfois un peu crûment, prendre une feuille A4, se mettre d'accord et décider. Voilà nos priorités pour les 3 ans qui viennent. Ces applications sont très parlantes, c'est vrai. Ça donne une vision concrète du potentiel. Mais si on revient un peu sur Terre, est-ce que l'écosystème tech marocain actuel, je pense aux startups, aux talents disponibles, au financement, est-ce qu'il est assez mature, assez prêt pour absorber cette technologie et faire pousser ces solutions IA à grande échelle? Est-ce que le terrain est fertile en gros? C'est la question absolument centrale. Et en fait, elle dépasse même le sujet de l'IA. Elle touche à la capacité d'innovation du pays en général. Le talent brut, individuel, il est là au Maroc, ça c'est indéniable. On le voit avec le succès de l'école 1337, ces jeunes qui percent dans la tech sans parcours classique grâce à cette sélection hyper dure, la piscine, et une pédagogie basée sur la débrouille, la résolution de problèmes. Oui, c'est impressionnant. On le voit aussi avec le niveau excellent des étudiants marocains dans les grandes écoles à l'étranger. Leur force reconnue en maths, c'est un atout pour l'IA. Et puis, aujourd'hui, l'accès aux savoirs techniques, aux cours en ligne, aux papiers de recherche, c'est plus facile que jamais. Donc, le potentiel humain, il est là. Le défi, c'est la structure autour. C'est l'écosystème qui doit permettre à ce talent de s'exprimer au Maroc. Et là, effectivement, il y a plusieurs points critiques. D'abord, la formation. Oui, le Maroc est fort en maths pures. Mais l'IA, c'est surtout des maths appliquées à des problèmes réels. Il faut donc renforcer cette dimension applicative dans les cursus. Créer plus de ponts entre les facs et les entreprises. Et franchement, la meilleure façon de booster les maths appliquées, c'est d'avoir des startups dynamiques qui ont besoin de résoudre des problèmes concrets. Logique. Et puis, il n'y a pas que la technique. Le modèle 3307, il est intéressant aussi parce qu'il sélectionne et développe la résilience, la persévérance, la capacité à apprendre par soi-même. Ce mindset, cet état d'esprit, il est aussi crucial que la maîtrise technique pour innover dans un domaine qui bouge aussi vite. Deuxième point, l'écosystème startup lui-même. Il progresse, oui, mais il est encore en phase de maturation. Il manque encore de densité, de volume, ce qu'on appelle le deal flow, un flux suffisant de projets, de boîtes prometteuses pour attirer les investisseurs. Le financement, même s'il y a des initiatives comme le fonds Mohamed VI, il met parfois du temps à vraiment irriguer le système. Et il reste une certaine frilosité, une aversion au risque. Chez qui? Les investisseurs? Les porteurs de projets? Un peu des deux, sans doute. Beaucoup de jeunes talents hésitent à quitter un bon salaire pour l'incertitude de la start-up. Le coût d'opportunité perçu est élevé. Peut-être parce qu'il manque encore de grandes success stories locales qui créent un appel d'air, qui montrent que c'est possible. Et puis, il faut accepter collectivement qu'il y aura des échecs, le fameux taux de casse. C'est normal en innovation. Vouloir financer que des succès garantis, ça n'existe pas. Et les valorisations folles qu'on voit pour Mistral, pour l'instant, c'est pas atteignable au Maroc. Troisièmement, et c'est peut-être le frein le plus complexe, le plus profond, la culture d'entreprise et organisationnelle. Dans beaucoup de grandes structures au Maroc, publiques ou privées, on voit parfois un manque de responsabilisation individuelle claire et une peur excessive de l'échec de la prise de risque. Si faire une erreur est mal vu et si prendre une initiative n'est pas vraiment récompensé, c'est difficile de faire émerger l'innovation. Oui. La difficulté relative à se séparer de collaborateurs moins performants peut aussi, parfois, encourager un certain immobilisme. L'attitude trop fréquente du « c'est pas mon problème », le travail en silo, ça empêche l'intelligence collective de fonctionner pour régler les problèmes transversaux. Pour que l'IA et l'innovation décollent, il faut une culture où le résultat compte vraiment, où on mesure la performance, où prendre des risques calculés est encouragé, valorisé. L'exemple qu'on cite souvent, c'est la construction hyper rapide du grand stade de Casablanca pour la CAN. Ah oui. Face à une échéance absolue, une impulsion politique très forte, on a vu une mobilisation collective incroyable qui a donné des résultats spectaculaires. Ça montre que quand les conditions sont là, cette intelligence collective, elle peut être activée. Ce point sur la culture organisationnelle, il est vraiment fondamental, on dirait. C'est un défi énorme qui va bien au-delà de la technologie IA. Ça touche à comment on travaille, comment on prend ses responsabilités, comment on voit le risque.
C'est peut-être là le nœud gordien pour libérer le potentiel. D'ailleurs, en parlant de cette capacité à innover, à se mobiliser, on a vu passer une info récemment. Le Maroc a gagné 9 places dans le dernier indice mondial de l'innovation. Il est maintenant 57e. Comment on peut relier ça à notre discussion? C'est un signe que cette culture change ou ça reflète autre chose? C'est une bonne nouvelle, bien sûr, cette progression. Ça reflète sans doute des avancées réelles. Des investissements massifs dans des secteurs que le Maroc juge stratégiques. Les batteries électriques, l'hydrogène vert, peut-être le nucléaire civil, le dessalement de l'eau. Le classement mentionne aussi explicitement la bonne performance du Maroc dans la fabrication de haute technologie. Le pays serait 12e mondial là-dessus. Ça, c'est très probablement lié au poids et à la sophistication de l'industrie automobile et aéronautique qui sont de vrais succès marocains. Tout ça, ça montre une capacité certaine à attirer des investissements, à mettre en place des processus industriels complexes, à produire efficacement des biens high-tech, dans un cadre donné, souvent avec des partenaires internationaux. D'accord, donc une capacité de production. Ouais. Mais attention, il faut faire une distinction importante. Cette capacité de production, d'exécution industrielle, même de haute technologie, c'est pas tout à fait la même chose que la capacité à générer de l'innovation disruptive de manière endogène, c'est-à-dire créer des technologies radicalement nouvelles, des business models inédits, des entreprises qui vont bousculer les marchés mondiaux depuis le Maroc. L'intelligence individuelle, on l'a dit, elle est là. Les Marocains excellent souvent quand ils sont dans des écosystèmes plus porteurs à l'étranger. Mais l'intelligence collective, cette capacité à innover en tant que pays, elle dépend énormément de la qualité de l'écosystème local. Le cadre réglementaire, l'accès au financement adapté aux risques de l'innovation, la fluidité des collaborations publiques-privées et bien sûr cette culture organisationnelle dont on parlait. On peut être excellent individuellement, mais pour transformer ces étincelles en un vrai feu d'innovation collectif, il faut ce cadre porteur. Et parfois, cette impulsion forte, comme pour le stade, qui aligne tout le monde, élève les blocages. Si on essaie de résumer un peu tout ça, on a l'impression que ce partenariat Maroc-Mistral EA, c'est moins une tentative de rattraper les leaders mondiaux dans la création des modèles d'IA les plus puissants. Non, ce n'est pas ça l'objectif premier, je pense. Qu'une stratégie assez pragmatique finalement, une stratégie qui vise à utiliser l'IA qui existe déjà, notamment grâce à l'open source, comme un levier puissant pour moderniser l'économie, créer de nouvelles boîtes, résoudre des problèmes concrets dans des secteurs clés. Le vrai pari, au fond, c'est pas tant sur la technologie elle-même que sur la capacité du Maroc à construire un écosystème humain, financier, culturel, assez agile, assez efficace pour saisir cette opportunité. C'est tout à fait ça. Le partenariat avec Mistral, ça peut être un catalyseur, un accélérateur, mais ça ne va pas résoudre magiquement les défis structurels. Les vrais enjeux majeurs, ils restent internes au Maroc. Faire mûrir l'écosystème start-up, plus de projets, plus de financement, plus d'ambition. Adapter en permanence les formations pour donner les compétences appliquées dont on a vraiment besoin. Et surtout, opérer ce changement culturel qui est peut-être le plus dur dans les entreprises, dans les administrations, pour encourager la prise de risque calculée, renforcer la responsabilité à tous les niveaux et comme ça libérer le potentiel énorme de l'intelligence collective marocaine. L'IA, c'est un outil incroyable, surpuissant, mais son impact réel, il dépendra fondamentalement de notre capacité à nous transformer nous-mêmes, en nos façons de travailler, de collaborer, d'innover. Au fond, peut-être que la réflexion finale qu'on peut laisser à ceux qui nous écoutent, c'est pas juste de se demander si le Maroc va réussir son pari sur l'IA avec Mistral. La question clé, elle est peut-être plus profonde. Comment le Maroc peut transformer son talent individuel, qui est indéniable, qui est foisonnant, en une force d'innovation collective qui soit vraiment organisée, efficace? Comment on passe de l'excellence individuelle qu'on voit souvent briller à l'étranger à une capacité systémique en tant que pays à saisir les opportunités technologiques comme l'IA ici et maintenant avant qu'elle ne passe. C'est une réflexion sur ce passage crucial de l'étincelle individuelle à l'incendie collectif de l'innovation. Une question à méditer.